Comment ils vont? Ce Grand Prix du Brésil peut être épique. Un sprint et de la pluie prévu tous les jours sur un circuit incroyable qui produit des courses de fou. Tout ça dans un contexte où on a 3 mecs qui jouent le titre mondial. C'est juste incroyable. On va voir ça dans cette preview qui s'annonce plutôt épicée. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Brésil, la météo s'annonce compliquée, les pilotes McLaren sont sous pression, Max a une grosse chance de revenir fort, le marché des transferts est encore agité. Avant ces 3 jours brésiliens, on a pas mal de choses à se raconter. Allez, on en parle. Les gars, on vise 240 000 abonnés avant la fin de l'année, il n'y a que vous qui pouvez nous aider à le faire. Alors si c'est pas fait, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça fait super plaisir. D'ailleurs les gars, on a fait une vidéo sur le WEC que je pense que vous allez adorer. On est parti au Japon pour ça, on a appris plein de trucs, c'est une discipline de fou. Allez voir la vidéo après cette preview, je veux vos avis en commentaire. S'il y a bien un truc qui est fou avec ce Grand Prix du Brésil, c'est sa météo. La région fait qu'elle est hyper changeante, il peut pleuvoir à tout moment, et ça pour les fans évidemment c'est juste incroyable. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'on prévoit ce week-end niveau météo? Évidemment on en reparle en fin de vidéo, mais il y a moyen que ce soit hyper mouillé. La pluie elle pourrait être là tous les jours du week-end. Les prévisions elles sont changeantes, il y a moyen qu'il n'y en ait pas du tout, mais si on se fie à ce qu'on sait de ce tracé et de sa localisation, cette histoire tend quand même vers un week-end épique. Parce qu'il faut quand même se rappeler du contexte. Le leader du championnat a un seul point d'avance. Max, qui en général est en bateau quand il pleut, n'est qu'à 36 points. Ça peut être décisif en vue du dénouement de cette course au titre. En plus, et ça rajoute encore plus de piment, il y a un sprint. Vous imaginez si on a qualif sous la pluie, sprint sous la pluie et course mouillée ou mixte? Ça peut être un truc de déglingo. Rappelez-vous de l'an dernier et de l'impact que cette course a eu. Max partait 17ème sur la grille et il est allé chercher l'une des victoires les plus incroyables de l'histoire devant les 2 Alpines. Ça avait quasiment couronné Max. Et personne n'avait pu dire quoi que ce soit. Bref, il va très certainement pleuvoir pas mal, et ça peut rendre cette course vraiment épique. Il y a un truc qu'il va falloir absolument observer ce week-end, et évidemment j'enfonce des portes ouvertes, c'est le comportement des pilotes McLaren. Et ouais les gars, parce qu'il s'est passé un truc hyper important au Mexique, c'est que le leader du championnat a changé. Je l'ai dit, Lando Norris c'est maintenant un seul petit point devant Oscar Piastri. Cette saison, Lando a mené cette course sur les 4 premiers GP de la saison, et de Jeddah à Mexico, c'est Oscar Piastri qui a été le patron de ce championnat. Le gap entre eux, il a été jusqu'à 34 points après les Pays-Bas à l'avantage de Piastri. J'ai tout détaillé dans cette vidéo. Mais depuis Zandvoort, Lando a battu son coéquipier à chaque Grand Prix. Et donc, il a repris tous ses points pour se placer juste devant lui au classement. Ces dynamiques sont vraiment intéressantes, les gars. Parce que Lando, qui a été le chasseur depuis tout ce temps, a aligné les bonnes performances sans la pression du lead, on va dire. Bon, il avait celle du mec qui n'a pas le droit à l'erreur, mais bon, on va dire qu'elle peut être galvanisante. Et Oscar, de son côté, vous le savez, il a été fantomatique. Là, les dynamiques entre eux, elles sont radicalement opposées. Sur les 2 derniers week-ends particulièrement, Piastri, il a été incapable de se rapprocher de son coéquipier. Je vais pas vous ressortir les stats, mais elles sont hyper douloureuses quand tu regardes de près. Le rythme de course n'est pas là, son style de pilotage lui fait défaut quand le grip est réduit. C'est compliqué pour lui. Du coup, il y a 2 questions fascinantes auxquelles ce week-end va répondre. Comment Piastri va-t-il réagir ? Et comment Lando Norris va-t-il gérer le fait de maintenant être le chassé? Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul point qui les sépare, que tout laisse à penser qu'il va pleuvoir et que Max Verstappen est le meilleur dans ces conditions compliquées. Les gars, je l'avoue, je ne sais pas trop quoi vous dire en ce qui concerne cette situation. J'ai l'impression que Lando est bien, qu'il est solide sur cette fin de saison, mais dans des conditions dantesques, franchement, je peux pas vous dire. Tout peut arriver ce week-end, les gars, et on peut se retrouver dans une situation ubuesque au championnat. Comme les performances devraient être nivelées du fait de la météo, ça va principalement reposer sur les pilotes McLaren. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument les observer ce week-end. Vous voyez quoi comme scénario, vous? Max Verstappen n'a plus le choix avant ce Grand Prix du Brésil. 36 points de retard à 4 courses de la fin de saison, 116 points à distribuer, Lando Norris qui a survolé le dernier Grand Prix, il doit encore recoller au pilote McLaren ce week-end. Alors ne vous méprenez pas, clairement c'est la tendance. Ça fait 5 courses qu'il reprend des points au leader, il a réduit l'écart de 104 à 36 points, la dynamique elle va clairement dans son sens. Le pire dans tout ça les gars, c'est qu'au Mexique on l'a vu avoir un week-end particulièrement compliqué. La Red Bull elle partait dans tous les sens, le grip n'était pas là, il s'est beaucoup plaint, mais il réussit quand même à sortir un podium venu d'ailleurs, et c'est uniquement à cause de cette maudite VSC qu'il n'a pas été chercher la 2e place. Ça, c'est Max Verstappen les gars. Et c'est marrant parce que l'an dernier, à la veille de ce Grand Prix de Sao Paulo, les rôles ils étaient inversés. Il y avait 47 points d'écart entre lui et Norris, avec une tendance favorable au pilote McLaren, et le Brésil devait être un moyen drastique de réduire l'écart entre eux. Je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'il partait 17 sur la grille et Norris en pole, il est allé gagner ce Grand Prix quand son adversaire finissait 6ème. Terminé, bonsoir. Le gap repassait à 62 points et le titre était quasi acquis. Les gars, faut quand même se dire que les écarts sont plus petits cette saison. Hein. On est sur un truc complètement dingo. Croyez pas que c'est pas dans la tête de tout le monde que Max il est hyper chaud sous la pluie. C'est dans la sienne et dans celle de tous ses concurrents. Alors les autres sont pas mauvais sous la pluie, hein, c'est pas ce que je dis. Lando il fait une masterclass à Melbourne, Piastri il est hyper solide à Spa, mais le monstre absolu dans ces conditions et sous pression, c'est lui. Et puis encore une fois, il y a un sprint ce week-end les gars. La dernière fois que ça a été le cas, c'était il y a pas si longtemps à Austin, le mec a repris au leader, accrochez-vous bien, 23 points.
S'il venait à refaire ce genre d'opération, les gars, il n'y aurait plus que 13 points entre lui et Lando Norris à 3 courses de la fin. Vous comprenez pourquoi ce Grand Prix est si important dans l'optique de la fin de saison. Gardez bien l'œil sur Max, parce que la dinguerie, elle pourrait bien venir de lui. Il y a un truc dont on parle assez peu au final, mais qui est vraiment très important, les gars, c'est qu'on ne connaît pas encore tous les pilotes qui rouleront l'an prochain en Formule 1. On ne sait pas exactement qui va piloter et où. Alors évidemment, la grande majorité des baquets sont pris, mais on a encore 3 équipes qui n'ont pas annoncé leur duo pour 2026. D'un côté, il y a Alpine, qui n'a pas encore dit qui roulerait aux côtés de Pierre Gasly. Franco Colapinto fait tout pour garder son siège. Il semblerait que ça soit bien parti pour lui. Et c'est surtout dans la galaxie Red Bull qu'on se pose des questions. En fait, sur les 4 baquets dont dispose la marque de boissons énergisantes, il n'y en a qu'un qui est complètement verrouillé. C'est celui de Yuki Tsunoda. Pardon. C'est celui de Max Verstappen. Il y a donc une place chez Red Bull, 2 chez VCARB et 4 prétendants. Isaac Hadjar, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Arvid Lindblad, c'est une situation qui est quand même assez intéressante. Parce que si on regarde la situation profil par profil, on a Isaac qui est le meilleur rookie cette saison et qui est pour moi le meilleur pilote pour aller chez Red Bull. Il semblerait d'ailleurs que l'écurie soit alignée avec ça puisque selon toute vraisemblance, c'est lui qui va monter. On a aussi Liam qui fait une saison très intéressante depuis son cauchemar chez Red Bull. En soi, il a 9 points d'Isaac, mais si on prend en compte la galère qu'il a eu en début de saison, c'est pas tant. Et je trouve qu'il est performant. Yuki, on connaît ses qualités, il a l'expérience, il est de mieux en mieux dans cette Red Bull. En tout cas, depuis que Laurent Mekies est arrivé, on sent qu'il se sent plus épanoui dans cette voiture. Et enfin, on a Arvid Lindblad, qui doit être placé dans une voiture tôt ou tard, et dont on sait que Red Bull a des plans pour lui. Ça fait beaucoup de questions, mais on a peut-être quelques pistes. En fait, a priori, ce qui devrait se passer, c'est que Lindblad serait promu chez VCARB, et que derrière, on devrait donc laisser tomber l'un des autres pilotes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Isaac mérite de monter, Yuki fonctionne encore une fois, mais c'est un pilote Honda, Liam performe. C'est quoi la solution? J'avoue que c'est une situation assez complexe, mais je vais vous donner mon avis. Perso, je ferais monter Isaac chez Red Bull parce que pour moi, c'est le mec qui a le mental le plus fort pour aller performer dans cette équipe. Si je le compare aux autres, pour moi, il n'y a aucun doute. Ensuite, et je pense que ça serait la meilleure des décisions, même si j'avoue ils peuvent pas se piffrer, je mettrais Liam et Yuki dans la VCARB pour me laisser une option d'expérience si Max part. Je laisserai une nouvelle saison à Lindblad pour progresser en F2 et je verrai ce qui se passe en 2026. C'est mon avis. D'ailleurs, ne vous attendez pas à avoir des nouvelles concernant les pilotes rapidement. Il semblerait que Red Bull ne le fasse qu'en fin de saison pour privilégier la perf et ne démotiver personne, ce que je comprends. Ce qui est sûr, c'est que ces derniers Grands Prix vont être cruciaux pour tout le monde. Vous feriez quoi à leur place? Vous m'excuserez les gars, j'en ai déjà parlé, mais il faut qu'on entre dans le détail en ce qui concerne Oscar Piastri. Il est évidemment sous pression avant ce Grand Prix au vu de sa dynamique récente, et j'ai envie qu'on en reparle un peu. Même si on l'a fait dans cette vidéo, vous irez la voir, je veux vos avis. Et oui, parce qu'il y a un truc un peu inhabituel dans cette fin de saison, c'est qu'on a entendu un pilote qui joue le titre dire « J'ai dû changer certaines choses à ma façon de piloter la voiture ». Je l'ai dit, Oscar, il s'est écroulé depuis Zandvoort, d'une manière si impressionnante que plein n'ont pas compris. On a même été jusqu'à parler de complot, ma réponse dans cette vidéo. Et donc on cherche des raisons à tout ça. Je pense qu'avant le Brésil, il faut qu'on reparle de ça parce que c'est hyper important quand tu sais qu'il est à 1 point de la tête du championnat. Et il faut préciser que quand on parle de changement au style de pilotage, en fait, on parle plus ici d'ajustements liés aux spécificités de certains circuits que d'une révolution totale à la Daniel Ricciardo. Il a dit lui-même, il a plus de mal quand il y a moins de grippe et que la température de piste est élevée, et c'est ça qui lui a coûté cher à Austin et Mexico. Là, on exclut bien sûr tout ce qui est lié à la pression. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'au Mexique, pendant le week-end, il a progressé. Le dimanche, son rythme, il a augmenté, et en vrai, le podium, il n'était pas complètement hors de portée. Je vous passe tous les détails, mais il est possible qu'il se remette dans le droit chemin dès qu'on arrive sur les 2 dernières courses de la saison. Le Qatar et Abu Dhabi, c'est des courses sur lesquelles le grip est là pour le coup. Genre vraiment, donc ça pourrait revenir. En attendant, il y a le Brésil qui vient avec ses conditions complexes, et Vegas, où le grip est compliqué à trouver, mais avec une piste assez froide aussi. Donc à voir, mais on va quand même se concentrer sur ce week-end. En fait, pour moi, c'est assez simple. Il apprend, il progresse, même si c'est un peu difficile en ce moment, et il joue son tout premier championnat du monde en même temps. Après, faut être factuel, ses chances de titre elles peuvent s'effondrer dès ce week-end, et donc faudra observer ça avec attention. Ferrari est sous pression avant ce Grand Prix pour une raison qui me semble évidente. Alors ça va pas si mal pour eux si on parle de dynamique évidemment, puisque le Mexique s'est assez bien passé. P2 pour Charles, les meilleurs qualifs des 2 pilotes sur la saison. Mais les gars, on se rapproche de la fin de saison et ils n'ont toujours pas été chercher la moindre victoire. Cette saison 2025 est particulièrement décevante pour eux, je ne vous cache rien, et c'est l'un des sujets de conversation avant cette course à Sao Paulo. Seulement 7 podiums pour Charles Leclerc, aucun pour Lewis Hamilton, une seule pole position et encore 0 victoire. Bah c'est compliqué pour eux, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce n'est pas de bon augure. Il y a eu des recrutements massifs, dont celui de Lewis du coup, des investissements, et c'est pas suffisant. La dernière fois qu'on a vu une saison sans victoire de leur part, c'était en 2021. Tout ça a cette année relancé des rumeurs de remplacement de Fred Vasseur. C'est pas le meilleur moyen de voir venir 2026. Donc on en parle avant le Brésil, et il y a des choses intéressantes qui se disent. Il y a d'autres équipes qui semblent fonctionner plus harmonieusement que chez nous. John Elkann, le président de Ferrari. Quand t'entends les radios, tu comprends, même si évidemment ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est dur de les voir comme ça en vrai. Encore une fois, on galère pour aller chercher une P2 au championnat. Donc il faut qu'ils réussissent leur fin de saison, car c'est crucial pour l'année prochaine. Je parle pas forcément des résultats, plus de l'équipe et de la cohésion qu'ils peuvent avoir.
Ce Grand Prix du Brésil, c'est une vraie opportunité pour eux de montrer de belles choses à tous les niveaux en vrai. Lewis y a toujours été fort et il voudra monter sur le podium. Charles voudra profiter des conditions pour enfin gagner en 2025. Ça peut aussi être leur week-end. J'espère que ce sera le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on entre dans une période qui sera cruciale pour eux. Je vous l'avais dit ou pas? Que le seul jour où je donnais Max vainqueur, il allait pas gagner alors qu'il gagnait tout. C'est une folie quand même. On recommence au week-end et là on arrête de rigoler. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne. Donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et pour le Brésil, les gars, je vais m'obstiner en fait. Il va pleuvoir, ça va être épique, tout le monde est sous pression. Vous savez ce que je vais vous dire. Vous me connaissez maintenant. Messieurs, dames, ce week-end au Brésil, dans des conditions dantesques encore une fois, c'est ce diable de Max Verstappen qui va s'imposer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, c'est très serré entre Max et Lando, Oscar Piastri suivant loin devant Charles. Et pour le podium, c'est intéressant de regarder les Ferrari et les Mercedes, puisque ça pourrait se jouer entre elles. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Avant le Mexique, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions, et vous l'avez fait. Il y a Marius qui a été chaud. Dimanche, victoire de Lando qui reprend la tête du championnat, je pose ça ici. Solide. Dans le même registre, Bastien. Prono, Max continue sa remontée, Norris dans le rythme et Piastri encore en retrait. Super taf les gars. Messieurs dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction? Tu sais qu'il y a eu un Grand Prix du Brésil où le vainqueur ne savait même pas qu'il avait gagné? Ouais, et c'est pas une légende. Le mec est monté sur le podium à la mauvaise place, il a félicité le gagnant, il a serré des mains, souri aux caméras, et il est rentré chez lui en pensant qu'il avait fait deuxième. Sauf qu'en réalité, il venait de remporter sa première victoire en Formule 1. Une nouvelle qu'il allait apprendre 2 semaines plus tard. Mais comment cette dinguerie est-elle possible? On est en 2003, au Grand Prix du Brésil, et il pleut. Pas une pluie normale, une pluie tropicale. La piste se transforme en rivière, littéralement. Les voitures roulent mais elles glissent, elles aquaplanent, et elles sortent une à une dans la même flaque d'eau, au virage 3. Montoya, Schumacher, Button, Verstappen, tout le monde y passe. C'est un carnage. Et au milieu de tout ça, un pilote mène la course, Rubens Barrichello. Le héros local, en route pour sa première victoire à domicile. Il est en mission, mais rien ne va se passer comme prévu. Sa Ferrari le lâche, panne d'essence. Et pendant ce temps-là, une Jordan jaune, une voiture que tout le monde considère comme un veau, remonte petit à petit. Son pilote, Giancarlo Fisichella. Son équipe a une idée géniale, le charger à bloc en essence pour le laisser en piste pendant que les autres s'arrêtent. Et à force de tenir, il se retrouve devant. Un tour restant, un seul. Et ce sera le bon, sauf que personne ne le sait encore. Parce que quelques instants plus tard, Weber se crache, Alonso percute les débris, drapeau rouge, course arrêtée. Les commissaires comptent les tours, se plantent et déclarent Raikkonen vainqueur. Fisichella monte sur le podium, deuxième, le sourire un petit peu crispé, sans savoir qu'en réalité, la FIA va lui rendre sa victoire 2 semaines plus tard. Alors, ce circuit d'Interlagos, ça donne quoi? Eh ben c'est clairement un petit bijou de ce calendrier. En tout cas, c'est un de mes circuits préférés. Le premier Grand Prix de F1 y a eu lieu en 1973. C'est un classique de la F1, vous le savez. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit où les pilotes auront le DRS. Au premier virage, on saute sur les freins et on plonge à gauche dans les S de Senna. Dans le virage, il faudra garder le max de vitesse en remontant le plus tôt possible sur les gaz, même dans le numéro 2. Là, c'est à fond dans cette nouvelle ligne droite où les pilotes auront le DRS encore une fois. Au numéro 4, on rentre très fort à gauche et on monte tout de suite sur le vibreur pour repartir le plus fort possible vers une nouvelle pleine charge, sans DRS cette fois. Dans les 6 et 7, il faudra amener le plus de vitesse possible. Et au 7, on saute sur les freins pour entamer cet enchaînement de virages lents qui nous amène au virage 10. Ici, la traction sera hyper importante pour foncer dans la pente incroyable de ce circuit. Le deuxième secteur se termine ici. Au 12, il faudra à nouveau monter sur les freins. Et la réaccélération ici sera vraiment clé puisqu'on va entrer dans la plus grande pleine charge de ce tour. Donc là, c'est à fond. Et après le virage 14, c'est la ligne d'arrivée. Et donc la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix du Brésil. Vendredi, il devrait y avoir un peu de pluie avec des températures assez chaudes. Samedi, ça devrait être changeant mais toujours potentiellement humide. Et dimanche, il fera plus frais. Et on attend aussi de la pluie. Le programme de ce Grand Prix. Vendredi à 15h30, on aura les FP1 et à 19h30 la qualif du sprint. Samedi à 15h, ce sera le sprint et à 19h les qualifs. Et dimanche à 18h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi à 14h, je serai sur le plateau de pole position. Et dimanche, je serai au commentaire du Grand Prix. Toujours chez Winamax. Comme chaque semaine, je vous recommande un contenu que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, il faut absolument que vous alliez voir la vidéo que j'ai sortie sur mon expérience aux 6 heures de Fuji. J'ai vécu un truc de malade, on s'est donné pour la vidéo. Je veux absolument que vous me donniez vos avis. Bonne vidéo si vous allez la voir, et j'espère qu'on se voit pour le débrief.
Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!